Vous êtes sur France 24, c'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus. À la une au Niger, alors que le CNSP fête la première année de son arrivée au pouvoir, à la faveur d'un coup d'État contre l'ex-président Mohamed Bazoum, deux groupes rebelles ont mené ces derniers mois des actions contre les militaires au pouvoir pour demander la libération du président déchu. Les détails en début d'édition. Première libération de détenus à la prison de Makala en République démocratique du Congo. Au nombre de 421, ce sont les premiers prisonniers à bénéficier de l'opération de désengorgement de la plus grande prison du pays lancée par les autorités. Enfin, on terminera avec l'une des nombreuses histoires des Jeux Olympiques. Nos journalistes ont été à la rencontre de l'escrimeuse Saoussen Boudiaf. Née en France, elle a participé aux JO de 2016 sous le maillot bleu. Mais à Paris, elle défendra les couleurs du pays de sa grand-mère, l'Algérie. Reportage en fin de journal. On débute au Niger, ça fait maintenant un an que les militaires sont au pouvoir après leur coup d'État contre l'ex-président Mohamed Bazoum. C'était le 26 juillet 2023. Dans la foulée, le Conseil national pour la défense de la patrie a été créé avec à sa tête le général Abdourahmane Tiani. Par la suite, la majorité des institutions du pays se sont rangées derrière le CNSP. Mais ces derniers mois, deux groupes qui se présentent comme rebelles ont fait parler d'eux. Écoutez les explications d'Harold Girard. L'Est nigérien est en proie à plusieurs groupes rebelles. Tout d'abord, le Front patriotique pour la justice qui s'est inscrit en faveur d'un retour du Niger à la démocratie et aussi en faveur de la libération de Mohamed Bazoum, l'ancien président déchu par la junte militaire au pouvoir actuellement lors du coup d'État de juillet 2023. Le FPJ a plusieurs fois également menacé les entreprises qui opèrent dans la région d'Agadez, qui exploitent les ressources minières de cette région. Plus récemment, samedi, une vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux. On peut y voir le préfet de Bilma qui a été fait prisonnier le mois dernier avec 4 autres personnes, 4 militaires, et qui appelle de ses voeux la junte militaire au pouvoir à Niamey à ne pas l'oublier. Ils sont toujours otages du Front patriotique pour la justice depuis plusieurs semaines maintenant. Un autre groupe rebelle a récemment intensifié son action, le Front patriotique de libération, le FPL. Le FPL a attaqué ces derniers mois d'abord un détachement de l'armée de la garde nationale du Niger, puis le pipeline flambant neuf destiné à l'exportation du pétrole brut du Niger vers le marché international. Des actions toutes menées dans l'est du pays et qui, selon les déclarations de son leader, Mahmoud Saleh, viseraient à déstabiliser, à retirer du pouvoir la junte militaire qui s'est installée l'année dernière et qui est dirigée actuellement par Abdourahmane Tiani. Le Front patriotique de libération créera, Inch'Allah, les conditions nécessaires à refermer la parenthèse de Tiani et de sa malheureuse entreprise pour le Niger. Et promettons une accélération décisive et imminente du rythme de notre lutte. Mais Mahmoud Saleh et le FPL ont surtout retardé le développement de l'économie nigérienne en s'attaquant à l'augmentation de la production de pétrole brut, l'une des principales ressources du pays. Il est également connu pour avoir lourdement critiqué pendant des années les régimes précédents de Mahamadou Issoufou puis de Mohamed Bazoum. En 2023, quelques mois avant le coup d'État, Mahmoud Saleh s'était réconcilié, avait fait la paix avec l'ancien président Mohamed Bazoum. En Guinée, le projet d'infrastructure routier d'intégration régionale est lancé. Ce projet veut relier le pays au Sénégal, au Mali et au Sierra Leone. L'objectif, faciliter les échanges commerciaux et la mobilité des personnes. La cérémonie s'est déroulée à Labé, près de la frontière entre la Guinée et le Sénégal. On écoute le ministre guinéen des infrastructures au micro de notre correspondant Malik Diakité. On travaille aussi sur un projet de corridor nord qui va faire Boké-Gawal, Labé, Tougué, Dinguiraï, jusqu'à Kourémali, la frontière avec le Mali. Donc non seulement c'est des projets de levier de développement économique, parce qu'on sait que c'est des zones à la fois minières, mais agro-pastorales, mais aussi c'est des tronçons d'intégration sous-régionale qui vont permettre de désenclaver nos localités avec des interconnexions avec à la fois la Guinée-Bissau, le Mali et le Sénégal. Un pays ne peut pas se développer sans infrastructures. Et ces infrastructures contribueront demain à améliorer considérablement les conditions de vie de nos concitoyens, mais aussi à favoriser le vivre ensemble.
Je le disais en titre, 421 détenus ont été libérés samedi de la tristement célèbre prison de Makala à Kinshasa, plus grande prison de la République démocratique du Congo, construite pour 1500 détenus. Elle en compte aujourd'hui plus de 15 000. Il y a une semaine, des vidéos publiées par le journaliste congolais Stanis Boujakera qui montraient des prisonniers entassés dans des cellules, des douches et même dans des toilettes avaient choqué le pays. Voyez ces images commentées par Clémence Valère. Ces détenus de la prison congolaise de Makala célèbrent leur victoire. Le 27 juillet, 420 des leurs ont été libérés après la publication d'images du journaliste Stanis Boujakera. Ces vidéos dévoilent les conditions de vie catastrophiques dans le centre pénitentiaire. On y aperçoit des prisonniers amaigris, dormant à même le sol, des couloirs surpeuplés, tandis que d'autres détenus s'abreuvent dans des seaux. Les images ont suscité un tollé à travers le pays, poussant le garde des Sceaux à se rendre sur place. C'est que nous faisons, c'est de voir dans quelle mesure drastiquement désengorger, nous permettre de réhabiliter de fond en comble la prison. La prison de Makala, officiellement connue sous le nom de Centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa, a été construite en 1957 pour accueillir 1500 détenus. Elle en accueille aujourd'hui environ 10 fois plus. Seules 2200 personnes ont fait l'objet d'une condamnation. La majorité est en détention provisoire. Je n'ai jamais été convoqué par des juges. Je suis ici depuis 17 ans à la prison de Makala. J'ai grandi ici, où les gens souffrent. On mange très mal, tout va mal ici. J'ai payé 1 million de francs congolais pour avoir mon jugement, mais jusqu'à présent, rien. Bien qu'au fil des années, des ONG ont dénoncé les conditions dans le centre de détention, c'est la première fois que de telles images sont dévoilées publiquement. La surpopulation a conduit à des conditions sanitaires désastreuses, faisant de la prison un mouroir. D'après la fondation Bill Clinton pour la paix, association militant pour les droits des prisonniers, plus de 500 détenus sont morts en 2023 en raison de maladies liées aux conditions de détention. On en vient à la première belle histoire africaine des Jeux Olympiques de Paris avec la victoire des basketteurs du Soudan du Sud lors de leur entrée en lice ce dimanche. Au stade Pierre-Mauroy de Lille, les coéquipiers de Wenyen Gabriel ont battu Porto Rico 90-79 et ont écrit une page de leur histoire de leur jeune nation née en 2011 en remportant la première victoire de leur pays aux Jeux Olympiques. Prochain match des Sud-Soudanais, ce sera mercredi contre les États-Unis de LeBron James. Et dans ces Jeux Olympiques, l'Algérie sera représentée par 46 athlètes. Parmi eux, Saoussen Boudiaf, l'escrimeuse de 30 ans, née en France, avait déjà participé aux JO de Rio en 2016 avec les Bleus. Avant de prendre sa retraite internationale, sollicitée par l'Algérie, pays de ses origines, elle a décidé de reprendre le sabre et vise une médaille avec un objectif, rendre hommage à sa grand-mère. Cédric Ferreira et Atman Taibi l'ont suivi lors d'une journée d'entraînement. Un objectif important, préparation physique importante. Dans cette salle de sport public de Roubaix, Saoussen Boudiaf fait sa traditionnelle séance de musculation matinale. L'escrimeuse est la vedette locale. Allez, tu vas bien. Susso, on est là, on est derrière toi, on se compte sur vous, Susso. Ramène-nous la coupe, ramène-nous. La coupe, ce sera pour une autre fois. La sabreuse de 30 ans vise surtout une médaille pour son retour sur la scène olympique. Multimédaillée avec la France et quart de finaliste en 2016 aux Jeux de Rio, elle avait pris sa retraite sportive 4 ans plus tard, en pleine pandémie de Covid-19. Revirement en 2021. Elle accepte la sollicitation de l'Algérie. Un changement de nationalité sportive autorisé par le Comité international olympique. J'ai dit que c'était une belle occasion, j'ai vu ça comme une deuxième chance, donc je me suis dit c'est le moment. En plus avec les Jeux Olympiques à Paris, c'est vrai que ça faisait rêver. Et pour atteindre ce rêve, pas de trêve dans la préparation. Après le renforcement musculaire, Saoussen Boudiaf enchaîne directement chez son kinésithérapeute habituel. Et donc là, l'objectif, c'est de la mettre, de la rééduquer, libérer son genou de toutes les tensions qu'il pourrait y avoir avec l'accumulation de ses entraînements, pour qu'elle puisse être en pleine possession de ses capacités pour ses prochaines échéances. C'est des moments que je ne vais pas forcément m'octroyer individuellement parce que là, c'est tout le temps la course. Alors que là, je suis posée, c'est un moment à moi, on va dire, mais c'est Samir qui prend soin de moi, donc c'est agréable pour ça. Retour à l'entraînement en fin d'après-midi. Place à la séance d'escrime quotidienne.
Le soutien familial est primordial pour la sabreuse franco-algérienne à l'approche des Jeux Olympiques. C'est un événement exceptionnel pour un sportif et il se doit de ma part de l'accompagner par tous les moyens. Saoussen Boudiaf est revenue là où tout a commencé pour elle il y a 20 ans, au cercle d'escrime de Roubaix. Un environnement où elle se sent sereine, accompagnée par son entraîneur de toujours, Cédric Vallard. Au jeu, il mise sur les points forts de l'escrimeuse. Elle a une escrime très agressive qui demande beaucoup de physique. Et elles n'aiment pas trop ça, les adversaires, donc on joue un peu là-dessus, tout en gardant un point technique qui nous permettrait de justement gagner ce dernier match, qui nous permettrait d'aller chercher la médaille. Un objectif, un rêve, motivé par des raisons très personnelles. Orpheline à l'âge de 6 ans, Saoussen Boudiaf a été élevée par sa grand-mère algérienne, décédée en 2016. C'est une grande partie de moi et elle m'a éduquée, elle nous a éduqués avec mes frères et sœurs et on lui doit beaucoup. Et c'est vrai que cette idée-là de me dire que je puisse lui rendre un dernier hommage, c'était la consécration pour moi. Un hommage que Saoussen Boudiaf espère sublimer la médaille autour du cou. Au jeu, elle tirera au sabre son arme fétiche, en équipe et en individuel. Jamais l'Algérie n'a obtenu de médaille en escrime. Elle a ainsi l'opportunité de signer un exploit pour l'éternité. Et c'est la fin de cette édition. Restez sur France 24, l'information continue.